Bonjour à tous. Désolé, petit souci technique de low-tech versus high-tech. Bref. Merci d'être avec nous. Du coup, Raphaël et moi, on va vous parler agilité, craftsmanship et éco-conception. Merci aux organisateurs de nous avoir sélectionnés. Et on espère en tout cas que, comme nous, vous avez passé une bonne journée. Rapidement, Raphaël, je te laisse te présenter. Oui, alors, du coup, nous, on est de chez Zenica, qui est une ESN, basée dans plein de villes en France et même ailleurs dans le monde. Moi, je suis Raphaël Lemaire, je suis directeur technique à Zenica et aussi éco-ambassadeur, consultant, formateur, spécialisé dans le numérique responsable. Je participe aux travaux du collectif Concession numérique responsable. J'ai écrit dans diverses publications, type le magazine Programmé. On a coécrit un hors-série du magazine Kaizen. Et puis avec Marjorie et puis notre collègue, on a sorti un livre l'année dernière, en juin, sur le Green IT. Cette année. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, l'année scolaire précédente. Bonjour, donc moi c'est Marjorie Guilliot, donc je suis aussi éco-ambassadrice, c'est-à-dire chez Zenica, c'est-à-dire qu'on accompagne l'entreprise, nos collègues, nos clients dans leur transition environnementale. Et à côté de ça, pour m'amuser, je suis coach agile, je suis responsable RSE aussi chez Zenica. Voilà, moi j'aime bien les casquettes, donc je multiplie ça. Voilà, et on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, vu qu'on a un petit peu de retard. Alors, un petit peu d'éléments de contexte. Pourquoi on est là? Pourquoi on s'embête? Pourquoi on est là? Notre maison brûle et on regarde ailleurs. Il y a déjà des pièces qui se sont écroulées. Par exemple, on est dans la 6e extinction de masse. Pas si on continue comme ça, pas dans le futur, mais déjà dès maintenant, on est la plus grande disparition de vivants depuis l'extinction des dinosaures. On a déjà dépassé des limites au niveau du dérèglement climatique. La calotte glaciaire du Groenland va fondre complètement. On ne pourra rien y faire. Donc on va prendre plusieurs mètres de niveau de la mer dans les siècles qui viennent. Entre autres problèmes. Donc il y a une façon de regarder ça qui est ici. Avec ce graphique, on met un disque vert avec les limites de ce que la planète peut supporter sans subir des dégâts catastrophiques, irréversibles. Et on met sur le graphique où on en est par rapport à ces limites. Donc là, une visualisation qui n'est pas de nous, qui vient de Wikipédia. Et on voit qu'il y a plusieurs crises écologiques. On parle beaucoup de la catastrophe climatique en cours, mais ce n'est pas la seule crise écologique, il y en a plein. Elles sont interconnectées, interdépendantes. Et on voit qu'on a passé les limites quasiment partout. Alors, il y a des zones en gris où ce n'est pas encore parfaitement quantifié, par exemple les aérosols ou une partie de la biodiversité. Et il y a des zones où ça va encore. Mais globalement, on a plutôt bien passé les limites. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'il y a plusieurs crises écologiques, effectivement, et aussi qu'on peut agir. Parce que même s'il y a des pièces qui sont déjà écroulées dans la maison, il y a encore des pièces qu'on peut sauver. Et il y a déjà des pièces qu'on a sauvées. Par exemple, pour la couche d'ozone, les États, les entreprises se sont dit « Ah, on détruit la couche d'ozone, on va faire quelque chose ». Ils ont fait des choses et ça a marché. La couche d'ozone va mieux. Donc on peut agir. Le numérique dans tout ça. Le numérique, ce n'est pas le secteur qui pollue le plus, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui est négligeable non plus. On est entre 2 et 6% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, avec une convergence vers les 4%, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus gros, mais c'est 2 fois plus que les aviations, par exemple. Donc, les avions qui ont mauvaise presse, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre, donc 6% du dérèglement climatique si on compte les traînées de condensation, mais 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, le numérique, 4%. La consommation d'eau, c'est localement problématique. Une des causes de la pénurie de semi-conducteurs à Taïwan, c'est la sécheresse. Parce qu'à Taïwan, on ne peut pas arroser les champs, fournir de l'eau potable aux habitants, faire des semi-conducteurs, refroidir les centres informatiques, il n'y a pas assez d'eau certaines années, et donc il faut faire des choix. Ou pareil, si vous êtes au Nevada et qu'il faut refroidir les centres informatiques, les habitants locaux ne sont peut-être pas contents. Ou plus près de nous, un pays très sec, la Hollande, cet été, au moment de la canicule, ils ont été assez agacés que Microsoft consomme 4 fois plus d'eau potable que ce qui était prévu. Cet impact du numérique, il est surtout à la fabrication des appareils des utilisateurs. Pourquoi appareils des utilisateurs et pas les centres informatiques? Parce qu'il y a beaucoup plus d'appareils clients que réseaux et serveurs. Il y a 34 milliards d'appareils au niveau utilisateur, au niveau nous, c'est-à-dire vos téléphones, vos ordinateurs là dans la salle, et 67 millions de serveurs.
Et pourquoi plus à la fabrication? Alors, ce n'est pas vrai pour les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'au niveau mondial, la fabrication d'électricité est surtout à base de sources fossiles. Par contre, la consommation d'eau, la consommation de ressources naturelles, là, elle est surtout à la fabrication des appareils. Forcément, puisque la consommation, à l'usage, vous ne consommez pas d'eau, vous ne consommez pas spécialement des ressources. Il en faut pour l'électricité, mais par rapport à la fabrication de l'appareil, il en faut beaucoup moins. Il faut 221 kg de minerais pour faire un smartphone. Donc, pour chaque smartphone, il y a un trou dans une mine de 221 kg. Donc voilà, vous voyez que un petit coup de... Hein il faut le faire de temps en temps, c'est par là qu'on commence. J'espère que vous aviez le moral avant de venir. Voilà. L'éco-conception, c'est pas quelque chose qui est propre au numérique, c'est quelque chose qui marche pour n'importe quel produit, service, objet. C'est le principe de se dire on mesure les impacts environnementaux de notre produit, qui peut être un micro, une chaise, un service numérique, et on l'optimise à la baisse, tout en répondant aux besoins. Alors, on continue à répondre aux besoins, mais on optimise les impacts environnementaux à la baisse. Dans le cadre d'un projet informatique, c'est quelque chose qui est transverse. C'est pas on fait tout le projet, et à la fin on se dit maintenant il faut qu'on soit éco-responsable. Ça marche mal. Comme pour plein de problématiques transverses, comme la qualité, la sécurité, l'accessibilité. Si vous faites un an de projet et qu'à la fin vous vous dites maintenant on va regarder la sécurité ou maintenant on va rendre ça accessible, ça marche mal. Alors que si dès le début dans les habitudes de travail des gens, vous incluez ces questions, ça marche mieux. Les actions clés. Donc, comme je vous ai dit, l'essentiel de l'impact, c'est la fabrication des appareils des utilisateurs. Et en plus, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que les infrastructures numériques, une fois qu'elles sont fabriquées et allumées, l'essentiel est dit parce que, typiquement, un appareil serveur réseau, il ne va pas rien consommer quand il fait rien, il va consommer un pourcentage non négligeable de ce qu'il consomme quand il est très actif. Du coup, ce qu'on veut, c'est faire durer au maximum les appareils et avoir besoin de moins d'infrastructures. Ça veut dire pas acheter de gadgets, assurer la compatibilité avec les appareils le plus possible, le plus longtemps possible, faire durer les appareils qu'on a, en ne poussant pas l'obsolescence, donc compatibilité, pas faire des produits qui sont lents, qui rament, qui vont faire dire aux gens « Oula, ça rame, il me faut un nouvel appareil ». Et puis, c'est la première chose auquel on pense, c'est la première chose à laquelle on pense quand on se dit on va éco-concevoir nos services numériques, c'est réduire la quantité de ressources informatiques qu'on utilise. Alors c'est vrai, c'est la deuxième priorité après les appareils, et c'est aussi un des moyens de faire durer plus ces appareils, en faisant des choses qui ne rament pas. Donc c'est super intéressant. Pour ça, vous avez différents leviers. Comme je vous ai dit, on veut consommer moins d'appareils, donc mutualiser les appareils, c'est intéressant. Si vous avez la maîtrise des appareils, la maîtrise du parc, mutualiser avec des approches comme BYOD, ou bien si vous maîtrisez le parc des agents que vous avez sur le terrain, faire en sorte que leurs appareils durent plus longtemps, que ça mutualise entre les agents, etc. Ne pas pousser à l'obsolescence les appareils, donc ça veut dire rester compatible le plus longtemps possible, faire des produits qui ne rament pas, qui ne vont pas faire prendre quelque chose de nouveau aux gens. Mobile First, c'est une des approches qui permet de faire des choses qui sont moins consommateurs en ressources, qui vont être plus efficaces. On peut aussi avoir, si c'est trop difficile, d'avoir une version qui est super light, qui marche partout, même sur les très vieux appareils, etc., et quelque chose qui réponde bien aux besoins, qui soit design, etc., on peut avoir deux versions. Ça coûte plus cher parce qu'il faut faire deux développements, deux fronts, mais c'est possible, c'est une option. Et bien sûr, du coup, on commence à parler design. Soigner le design, faire quelque chose de simple, d'épuré, ça rend les choses plus faciles pour faire quelque chose qui est optimisé. Faire des parcours clients qui sont efficaces pour ne pas dépenser plus de ressources que nécessaire en traitement, en aller-retour. Et puis, bien sûr, travailler sur les applications pour qu'elles soient plus efficaces, les algorithmes, les données, pas de gaspillage, et ainsi de suite. Okay. Donc, on a vu que on n'est pas tout à fait bien, que le numérique, ça a un petit peu sa place dans pourquoi ça va pas, hein, parce que c'est un outil de communication vis-à-vis notamment des autres domaines, mais on peut faire des choses. Donc, pourquoi nous, on vient vous parler d'éco-conception dans une conférence agile? Tout simplement parce qu'on pense qu'en utilisant des pratiques agiles et craft, on peut faire quelque chose. Du coup, l'agilité, le craftsmanship et l'éco-conception, c'est des approches qu'on prend quand on développe un service numérique. Donc on va souvent, juste un petit point, on va souvent utiliser le terme de service numérique parce qu'en fait, si on parle de logiciel, un logiciel, ça n'existe pas. Ça n'a pas de poids. Donc on ne peut pas dire qu'un logiciel, ça impacte l'environnement en tant que tel. Si vous l'avez développé puis que vous le laissez là, ça n'a pas de poids. Un service numérique, ça tourne sur quelque chose, il y a du matériel.
Du coup, pour revenir aux différentes approches, donc l'agilité, je pense que c'est à peu près partagé ici. L'objectif, c'est de créer le bon produit pour ses utilisateurs, on arrive avec la notion de just in time si c'est possible, et le tout dans un contexte de travail sympa, transparence, d'amélioration continue, etc., etc. Le craftsmanship, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une approche qui est issue vraiment des équipes de réalisation. Donc c'est une approche dev de leur métier. Donc craftsmanship, ça veut dire l'artisanat, c'est-à-dire que quand on crée un service numérique, voilà, il y a toute une approche qui est créer un produit de très haute qualité en appliquant l'ensemble des bonnes pratiques ou une majorité des bonnes pratiques de développement pour faire en sorte que le produit soit facilement maintenable et une durée de vie la plus longue possible et encore une fois en accord avec les utilisateurs. L'éco-conception, ça et le numérique responsable dans son ensemble, ça va rajouter des questions supplémentaires. Qui regroupent un peu l'agilité notamment. Est-ce que je crée un produit dont on a vraiment besoin? Est-ce que faut que je crée ce service-là? Est-ce que j'ai pas d'autres façons de faire? Et surtout, comment je fais pour faire en sorte que mon service n'ait pas un impact sur l'environnement? Et du coup, on a toutes ces questions de bien coder les choses, de réfléchir aux données dont Raphaël a commencé à parler. Donc on reviendra un peu plus sur le craftsmanship. Moi, j'ai commencé par l'agilité. Ok, l'objectif, c'est d'enlever le superflu. Et donc, concrètement, on vous a donné plein de pistes de comment bien faire, il faut mutualiser, optimiser, etc. etc. D'accord, c'est gentil. Maintenant, on va essayer d'utiliser les outils qu'on connaît. Donc, en agilité, on va essayer d'aller vers la simplicité. Donc, fournir uniquement les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin. On connaît, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'étude Gartner de 2016, qui a été réalisée sur un ensemble de logiciels. Elle est ce qu'elle est, mais elle dit quand même que pour ces logiciels-là, il y avait 80% des fonctionnalités qui étaient rarement, voire jamais utilisées. Ça fait beaucoup. Ça fait quoi? Ça fait des logiciels qui ont 25 fonctions sur une page, que même si on s'en sert un peu, on ne va pas jusqu'au bout, et qui sont de plus en plus gros, qui sont de plus en plus complexes à utiliser. Pour des personnes dans l'informatique, déjà c'est pas simple, mais pour des utilisateurs finaux, voire des personnes en situation de handicap, c'est encore plus compliqué. Ok. Donc il faut vraiment trouver les outils pour se concentrer sur la simplicité, comment est-ce qu'on développe uniquement ce dont on a besoin. Donc je pense que vous connaissez les anagrammes dont on a parlé. Donc il y a Yanni, qui sont écrits plutôt ici. Donc il y a Yanni, ça veut dire you ain't gonna need it, ça veut dire ne pense pas à développer un truc ou à concevoir quelque chose dont tu n'as pas besoin à l'heure actuelle. D'accord? Tant que tu ne sais pas si ça va être utilisé, que c'est vraiment dans la démarche produit, essaie pas d'imaginer un truc, parce qu'en général, ça va complexifier l'utilisation, ça va complexifier l'architecture. Un autre anagramme que moi j'aime bien, c'est KISS. Juste, j'aime jamais la dernière lettre, le dernier S, en fonction des personnes, une virgule, pas une virgule, voilà. Du coup, nous, on l'a redéfini en Keep it simple and sustainable. Comme ça, il n'y a pas de débat, on ne sait pas qui est le stupide, ou si... voilà. Donc c'est vraiment en permanence avoir en tête, est-ce que les choix que je fais vont permettre de garder un outil qui, dans la durée, va être utilisable et utilisé par tout le monde. Donc on revient là encore une fois sur « je produis uniquement dont on a besoin ». Je pense que tous les gens qui sont ici, en théorie, quand on fait notre formation agile ou quand on est PO et qu'on se bat avec nos clients pour avoir uniquement les fonctionnalités dont on a besoin, c'est des pratiques qui nous parlent. D'accord ? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, en agilité, on a les outils pour essayer de centrer les métiers, pour centrer les commanditaires sur les fonctionnalités uniques dont on a besoin et tester, voir si elles fonctionnent réellement. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Hein. Plus c'est simple, plus ça va prospérer. Il suffit de voir dans la nature. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est faire attention au gaspillage. On peut lier au gaspillage d'électricité. Pourquoi ne pas faire attention à ne pas consommer à chaque fois 40% de la batterie des téléphones de nos utilisateurs ou utiliser encore et encore des puissances de calcul.
Rien que pour ça. Donc là, moi j'aime bien utiliser faire le lien avec le Lean. Donc en Lean, on s'intéresse à 3 types de déchets. Donc Mouri, du coup, qui est assez, moi, à l'extrême, relié à la simplicité dont je viens de parler, et Muda. Donc Muda, c'est les déchets qu'on crée qui n'ont aucune valeur. Exemple, vous avez un seau percé, vous allez le remplir au robinet, au puits ou peu importe, vous l'amenez jusqu'à vos plantes où vous voulez, que vous voulez arroser, toute l'eau qui a été perdue, elle ne servira à rien à part aux mauvaises herbes. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans du gâchis. En agilité, comment est-ce qu'on peut faire le lien ? Moi, je suis fan absolu de la méthode Kano. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. La méthode Kano, c'est un outil, un questionnement vis-à-vis des utilisateurs qui concerne les fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire que pour chaque fonctionnalité qui existe, on va poser à l'utilisateur une question positive et une question négative. On va lui demander, est-ce que cette fonctionnalité, elle est utile ? Comment tu te sens quand tu utilises cette fonctionnalité ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Et du coup, il va me dire, ça sert à rien, c'est inutile, jusqu'à c'est super utile. Et on va lui reposer la question, si cette fonctionnalité n'existe pas, qu'est-ce que ça fait ? C'est absolument bloquant, ou je suis super content parce qu'en fait cette fonctionnalité, elle me saoule depuis le début. Okay ? Et pour toutes les fonctionnalités, on pose ces 2 questions. Ça nous met en évidence des fonctionnalités qui sont nécessaires et des fonctionnalités qui sont inutiles. Les fonctionnalités nécessaires, on ne peut pas les enlever. Donc on n'a pas de gaspillage là-dedans, on peut pas, si on revient à la simplicité, ça fait partie des 20% des fonctionnalités qui sont utilisées. Okay ? Sauf que on peut quand même faire des choses vis-à-vis de l'éco-conception. Comment est-ce qu'on va gérer, quelle technique on va utiliser pour le faire ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un service numérique ou est-ce qu'on peut faire du low-tech ? Est-ce qu'on peut optimiser les calculs ? Est-ce qu'on peut mutualiser les ressources, que ce soit les équipements ou les ressources de calcul, le cloud, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on peut avoir tout le temps. Ensuite, il y a les fonctionnalités inutiles. Donc les fonctionnalités inutiles, quand on crée un service de base, on ne va pas les faire. Ça, c'est simple. Voilà. On s'est rendu compte que c'était inutile, ou même que ça avait un impact négatif, on ne les fait pas. Si on refond une application, ce qui arrive très régulièrement quand même, on refond une application, dans ce cas-là, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples que la conception technique, entre guillemets. On peut partir sur de l'accompagnement au changement. Donc là, il y aura un gros accompagnement au changement à faire auprès des utilisateurs. Il y avait une fonctionnalité. En gros, on s'est rendu compte que pour 90% de vous, voire 95% de vous, ça ne servait à rien. Par contre, ils sont habitués à la voir. Petit accompagnement au changement pour leur dire, voilà, cette fonctionnalité a été enlevée. On a enlevé du gaspillage, on a enlevé de la ressource, on a enlevé du poids de l'application. Et tout ça, ça sert vraiment à créer un produit qui est simple d'utilisation. Ce matin, c'était ce matin, non, c'était un autre talk. On voit bien les grosses applications qui fonctionnent, c'est des choses très simples à la Google, où en tout cas on ne se pose pas la question comment fonctionne mon application. J'ai pas, pour les grosses applications qui marchent, j'ai pas un tutoriel, un bot ou un manuel utilisateur pour m'expliquer comment ça fonctionne. Ça doit être inné, je ne me pose pas la question, ça marche ou ça ne marche pas. Et même, là, alors ça marche à peu près, la SNCF a refondu son site internet. On ne va pas rentrer dans les détails de ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une simplification complète du parcours utilisateur. Avant, le site de la SNCF, c'était une agence de voyage. On pouvait réserver son train, prendre son billet d'avion, son hôtel, sa voiture, machin, etc., etc. Et là, ils ont simplifié l'utilisation pour du coup fluidifier l'accès aux personnes. Donc on se concentre vraiment sur ces éléments-là de comment je prends en compte mes fonctionnalités, mon développement pour fournir à l'utilisateur un outil qui est simple. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec des UX. Les UX, ils ont des outils notamment pour détecter ce qu'on appelle des dark patterns. Donc les dark patterns, c'est des mauvaises pratiques UX qui ont pour objectif de détourner l'utilisateur de son besoin initial. Il y en a une qui est très connue,
c'est ce qu'on appelle Roach Motel. Donc, c'est l'objectif, c'est de faire parcourir 25 000 pages ou de cliquer sur plein de boutons par l'utilisateur pour finalement arriver peut-être à son besoin. Un exemple, c'est un certain temps, le New York Times, si on voulait se désabonner, il fallait cliquer sur 3-4 boutons pour à la fin avoir un message qui nous disait « Envoyer un courrier recommandé à le New York Times » et tout ça. Ok, pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis le début? Ça fait 20 minutes que je suis en train de cliquer sur tous les boutons. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a derrière. C'est vraiment, c'est des outils, c'est des habitudes qu'on a en agilité, vraiment de créer des outils simples et il faut absolument les conserver. Et quand est-ce qu'on applique ça? Tout le temps. Quand on est en Scrum, on peut l'appliquer à tous les moments. Donc au design initial pour trouver les bonnes fonctionnalités. Quand on fait la conception technique, déjà penser comment je vais, quelle architecture je vais mettre, comment je vais utiliser mes serveurs, quelle technologie je vais utiliser. Mais, Raphaël rentrera plus dans les détails juste après. Voilà. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est finalement d'intégrer des concepts à votre DOR et à votre DOD. Il y a plein de listes qui existent à droite à gauche, encore une fois, notamment pour les éléments techniques, Raphaël y reviendra. Pour tout ce qui est, par exemple, fonctionnel, il y a le référentiel de la DINUM, le GR491, qui contient 491 bonnes pratiques au questionnement, enfin même plus maintenant. Hein? C'est linéaire? Hein? La Minimeco. Il y a trop d'organismes. Bref, le GR491, si je ne me trompe pas, plein de bonnes pratiques de questionnement à tous les niveaux, donc stratégie, QX, PO, etc. Et vous pouvez finalement en sélectionner des qui vous intéressent et les intégrer directement avec DOR et DOD, comme ça vous ne les oubliez pas. Comme on fait pour l'accessibilité, comme on fait pour la sécurité, comme on fait pour les tests dont Raphaël parlait juste avant. Voilà. Ce qui est intéressant, si vous avez la capacité de le faire aussi, c'est quand vous faites des tests, de les faire sur des vrais appareils, dans des conditions dégradées. C'est-à-dire notamment si vous faites du mobile, ce qui représente quand même 60 à 65% du numérique actuel, testez-le sur un vieil appareil en 3G-, en zone blanche, ou des choses comme ça. Comment ça fonctionne réellement votre application? Éventuellement, évidemment, à faire ça si vos clients peuvent être dans ces conditions-là. Voilà. Mais c'est très intéressant à faire. 2 points pour terminer. Attention au long terme. Donc, je vous disais, Yanni, vous n'en allez pas en avoir besoin. Oui, mais. Ce qui intéresse, donc, ce qu'on disait, ce qui impacte, c'est quand on produit, notamment quand on produit des choses, quand on envoie de la donnée. Du coup, il faut réfléchir à ces éléments-là. Quand vous montez à l'échelle, quand vous montez en puissance, est-ce que votre conception va faire en sorte que vous ne démultipliez pas en même temps la quantité d'énergie et de ressources que dont vous avez besoin directement en fonction du nombre d'utilisateurs? Et pensez durée de vie des données, de toute façon, ça c'est en plus très très souvent lié à la RGPD, donc ayez ça en tête en permanence. Parce que du coup, moins de données, moins de place, etc., etc. Ça coûte moins cher, FinOps de ce matin. Et savoir s'arrêter, encore une fois, ça c'est une pratique qui est poussée par les PO en temps normal. Et c'est vraiment, voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Je ne produis pas de la fonctionnalité pour produire de la fonctionnalité, parce que plus je rajoute de la fonctionnalité, plus je vais prendre de place. Et plus je vais complexifier mon parcours utilisateur, donc peut-être que je vais perdre des utilisateurs, je vais peut-être entraîner une obsolescence programmée au premier sens du terme de mes appareils électroniques, et du coup, parce qu'ils sont trop gros, parce qu'ils nécessitent trop de puissance, donc c'est absolument quelque chose qu'il faut éviter, parce que comme le disait Raphaël, c'est au moment de la fabrication, notamment que l'impact environnemental est le plus, hors CO2, est le plus important. Oui, merci. Donc ça, c'était pour une partie agilité. Il y a des gens qui ne connaissaient pas YAGNI, KISS, les acronymes? Ouais, quelques-uns quand même. Alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'agilité, c'est pas forcément assez.
il y a un mouvement qui est né en réaction. Alors, l'agilité, c'est une réaction à soit une absence totale de structure, soit une trop grande quantité de bureaucratie et de structure qu'il y avait sur les projets à une certaine époque. Donc il fallait quelque chose qui soit un entre-deux, qui permette de développer des choses plus proches du besoin, plus efficacement, etc. Il y a une réaction à l'agilité et il y a, dans beaucoup de méthodes dans l'agilité, en particulier Scrum, il n'y a pas de focus sur la qualité du produit, au sens développement d'un produit de qualité. Et le software craftsmanship, c'est une réaction à ce manque. Se dire, nous, on veut bien faire des projets qui correspondent aux besoins des clients, qui apportent de la valeur régulièrement, etc. Mais on veut aussi que ça soit un beau produit de qualité. Et on veut faire un beau produit pour nos clients. Et il y a du coup cette métaphore de l'artisanat, où un artisan, ça peut être un ébéniste qui fait des étagères, un pâtissier qui fait des beaux gâteaux, quelqu'un qui travaille avec ses mains. Et en fait, ces artisans, ils veulent faire des beaux produits, ils veulent faire du beau travail. Et ils sont aussi, si on poursuit la métaphore, c'est aussi une communauté de gens qui partagent leurs pratiques, qui apprennent les uns des autres, et des gens qui veulent toujours progresser, toujours apprendre des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, et qui sont capables de se remettre en question. C'est une attitude de travail, en fait. C'est une attitude devant le travail de dire « je veux être un professionnel qui est compétent, qui progresse toujours, qui fait des beaux produits pour son client et qui partage. » Top. Alors, quel rapport avec l'éco-conception ? Il n'y en a pas vraiment. C'est juste que des gens qui sont dans cette attitude-là vont pouvoir facilement accueillir toutes les nouvelles choses qu'on leur présente. Ils vont apprendre facilement, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, ils font tout le temps. Donc ils vont apprendre les pratiques, les concepts, les actions clés, l'impact du numérique, où il est, etc. Ils vont l'apprendre facilement et ils vont le transmettre facilement, parce que c'est dans leurs habitudes. Et du coup, ça passera bien. Il y a quelque chose, du coup, qui... c'est sur la diapo, mais j'ai du mal à le ressortir. Quelque chose qui marche bien dans les équipes, c'est si vous avez peut-être déjà vécu une équipe qui est engagée pour faire un beau produit, qu'ils considèrent comme le sien, dans un cadre qui est piloté par la valeur et où les gens veulent faire des beaux produits. En fait, c'est une feature team qui est engagée. C'est pas des petits ouvriers qui viennent travailler et qui repartent. C'est vraiment des gens très motivés intrinsèquement pour faire un beau produit. Et là, ça se passe vraiment très très bien. Et souvent, ces gens, ils ont tendance à avoir des valeurs de respect, de simplicité, des choses qu'on trouve dans les valeurs agiles, et qui collent bien avec nos valeurs de respect de l'environnement et de faire des produits simples, efficaces, qui vont tout droit et qui ne poussent pas à l'obsolescence. Donc là, je fais un petit zoom sur l'attitude du craftsman, de l'artisan du logiciel, qui est OK. Alors, maintenant, on va zoomer sur la partie outils. Un bon artisan a des bons outils et les connaît bien. Et donc, on parle un peu de choix des technologies. Quelque chose qui est intéressant pour réduire la quantité de ressources utilisées, l'obsolescence, etc., c'est de choisir des technologies qui ne vont pas dépenser plus de ressources que nécessaire, que ce soit côté client ou côté serveur réseau. Côté client, pour ne pas pousser à l'obsolescence, et côté serveur réseau, pour éviter de consommer des ressources plus que nécessaire. Donc tout ce qui promet les améliorations de performance, d'efficience, etc., c'est intéressant. Mais la bonne technologie dépend toujours du contexte. Un exemple que je donne souvent, c'est... Si vous êtes sur une appli qui va être utilisée en desktop pour manipuler beaucoup de données avec beaucoup d'écrans qui vont bouger dans tous les sens, etc., vous pouvez utiliser les frameworks JavaScript lourds, c'est fait pour du React, du Angular, ce genre de choses. Si vous faites un produit qui va être utilisé en Normandie, à Condé-sur-Noireau, en situation de mobilité, où vous avez un 3G, voire pas de réseau, le choix sera différent. Vous n'allez pas envoyer 2 mégas JavaScript. Donc choisir en fonction du contexte. Il existe plein d'outils. Marjorie vous parlait de référentiels, donc il y a plusieurs référentiels qui existent. Le plus ancien et le plus connu, c'est les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web du collectif Conception numérique responsable. J'ai participé à la V4. Alors, je vous dis achetez la V4, pas parce que c'est moi qui l'ai faite en partie, c'est surtout parce que c'est une très très grosse mise à jour et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la V3. C'est beaucoup plus à jour. Elle est gratuite sur Internet et il y a plus de bonnes pratiques. Oui, tout à fait. Elle est complètement gratuite en ligne sur GitHub. Vous pouvez faire des pull requests, des issues et tout. Il y a d'autres référentiels. Il y a effectivement le GR491 qui a 498 critères. Il y a aussi le RGESN, le référentiel général d'éco-conception de services numériques du gouvernement français. Enfin, la direction du numérique, la mission interministérielle pour un numérique éco-responsable. Il y a d'autres référentiels encore qui existent, mais je ne les citerai pas tous. Il y a aussi des outils au sens propre, comme les outils du navigateur. Vous connaissez sans doute Lighthouse si vous faites du développement web ou si vous connaissez des développeurs web. Il y a aussi un outil de la CNIL,
qui s'appelle CookieViz, qui permet de voir tous les cookies, tous les domaines qui sont appelés par une page. Donc sur les sites grand public, souvent c'est assez impressionnant, ils sont des dizaines. Il y a souvent Yahoo, Facebook, Twitter qui sont au courant de tout ce que vous faites sur votre site d'assurance, par exemple. Il y a aussi un outil qui est super intéressant, qui est Green IT Analysis, qui est un plugin de navigateur pour Chrome ou Firefox, qui permet d'avoir une estimation de l'impact environnemental de la page, en grammes équivalent CO2 et en centilitres, une note entre A et G, et une agrégation d'analyse de bonnes pratiques que vous voyez ici en bas. Les outils du navigateur dont je parlais tout à l'heure, super intéressant. Il y a aussi des outils côté back. Par exemple, là, vous avez des captures d'écran, enfin une capture d'écran d'un outil qui s'appelle Scaphandre, qui permet de mesurer la consommation d'énergie de processus sur des machines. Bon, il faut installer un agent sur la machine physique. Même genre d'outils avec les mêmes contraintes Power API. Vous avez les fournisseurs de cloud qui fournissent dans leur console une estimation de la consommation, des émissions de gaz à effet de serre issues de l'utilisation de leurs services. Donc c'est monocritère et c'est que à l'usage, mais c'est intéressant. Et un outil qu'on peut utiliser pour faire des audits, c'est Android Studio, puisque vous pouvez tester votre service sur des vieilles versions d'Android, des pages, des navigateurs qui datent un petit peu. Et chez Zenica, on a un outil qui s'appelle PageGL, que si vous êtes intéressé pour tester, parce que ça se met sur la chaîne CI/CD, n'hésitez pas, contactez-nous. Pour le moment, on cherche des bêta-testeurs, donc tout test est bienvenu. On n'a pas encore de logo, là, il n'est pas sur le slide. Ok, pour conclure, on peut faire des choses jolies et light en faisant de l'éco-conception. Donc, je ne sais pas si beaucoup de vous connaissent Craigslist. Craigslist, c'est l'application la plus utilisée, notamment aux États-Unis, pour tout ce qui est petites annonces. C'est le truc en haut à gauche. Ça, c'est un imprimé écran d'il y a quelques jours. Ça ressemble à ça depuis 2007. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, c'était en 2007, c'était comme ça. Là, voilà, ça n'a pas bougé, c'est très efficace, on retrouve toutes les informations. Ok, c'est pas beau, mais c'est super light. Mais on peut aussi faire des choses jolies, parce que finalement, il n'y a pas besoin de mettre 50 millions d'animations, il faut travailler sur le message, la vision, pour ceux qui ont fait l'atelier juste avant, de Félix notamment. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de simplifier, de pousser à mettre un seul élément et de porter le message simplement. Et pour vraiment conclure, si vous faites de l'éco-conception, et de façon plus générale, si vous faites du numérique responsable, c'est-à-dire que vous prenez en compte l'impact que vous avez sur la planète et sur les personnes, finalement, vous prenez en compte toutes les questions d'accessibilité qui sont absolument nécessaires, notamment si vous faites des sites gouvernementaux, voilà. Toutes les questions de sécurité et de respect de la vie privée. En plus, si je ne me trompe pas, Google change régulièrement ses critères SEO et l'éco-conception commence à rentrer là-dedans. Donc si vous avez des critères des bonnes pratiques, vous allez arriver plus haut dans la recherche. Ensuite, on a parlé performance, j'utilise moins de ressources, je stocke moins de données, j'améliore l'utilisation de mon cloud. On n'est pas rentré là-dedans, mais on pourrait... Il y a un talk qui est disponible normalement sur YouTube. L'idée, c'est si on consomme moins de ressources, on dépense moins, puisqu'on est facturé à la ressource utilisée. Donc on dépense moins, la facture de cloud baisse en fait, directement. Et vous répondez aux besoins de vos utilisateurs. Et surtout aussi, ce qui est super important, c'est vous travaillez à réduire la fracture numérique. Parce que vous poussez pour deux choses. Vous faites des applications qui sont des sites, des services qui sont facilement utilisables pour le plus grand nombre, et vous n'obligez pas les gens à avoir toujours le dernier iPhone en 5G pour fonctionner. Il faut savoir que voilà, il y a une quantité impressionnante de personnes qui ne savent pas utiliser le numérique, et pourtant, rien que dans l'État français, maintenant, il n'y a quasiment plus de services qu'on ne peut pas faire autrement que dans le numérique. Voilà. Ce sera tout pour nous. On est là pour vos questions. Désolé pour le petit retard de démarrage. Merci.